Donc, quand on découvre votre témoignage, on est saisi par la dureté, je vais continuer, de votre vie, la légèreté, alors pas au sens négatif du terme, avec laquelle vous traversez ces étapes, voire même ces épreuves. On a l'impression d'être devant un miracle permanent. Ce miracle, vous le dédicacez de bien belle manière à vos deux mamans, celle qui vous a donné la vie et qui vous a allaité avec tendresse, et j'ai mis le mot en majuscule, maman Jeanne, qui souffrira de troubles psychologiques et psychiatriques, et celle qui vous a nourri, qui vous a relevé, quand ça j'ai repris votre terme, Marité, avec aussi, je crois, beaucoup de tendresse. Et vous terminez votre dédicace par ces paroles: merci pour votre amour qui m'a sauvé. Alors pourriez-vous nous dire comment leur amour, leur tendresse vous a sauvé, surtout celui de votre maman Jeanne, parce que la vie avec elle n'a pas été des plus simples? C'est vrai que c'était important pour moi de bien préciser ça, parce que j'ai été élevée avec plusieurs frères et sœurs qui, eux, n'ont pas eu cette chance. C'est-à-dire, ils ont été abandonnés la plupart du temps, donc par leur maman, ou par leur papa, ou par les deux. Mais ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas été abandonnée par ma maman. Il se trouve que la maladie l'a empêchée à un moment de pouvoir vraiment m'élever jusqu'au bout, mais elle ne m'a pas abandonnée. Et ça veut dire que je ne souffre pas de cette blessure de l'abandon, qui est une blessure quasiment indélébile, et dont mes frères et sœurs ont souffert énormément. Et donc je trouve que c'est une grande différence, et même si la vie m'a apporté d'autres types d'épreuves, il n'empêche que je n'ai pas eu cette épreuve-là, je n'ai pas cette cicatrice-là. C'est pour ça que j'ai tenu vraiment à préciser, ma maman m'a aimée, je pense qu'elle m'aime toujours, elle m'aime profondément, même à partir du moment où elle ne peut plus m'aimer dans les faits, je sais que dans les sentiments, elle m'aime. Et je sais que, voilà, dans le mystère de... Ah, on dirait que c'est reparti. Non, c'est le micro. Ah, c'est le micro. Le micro a un problème. Ok. Alors, je vais faire avec celui-là en attendant. Oui, donc ça, c'était important. Moi, je me souviens très bien que ma mère m'a toujours répété que quand je suis née, elle a passé son temps à compter mes doigts et mes doigts de pied, mais des dizaines et des dizaines de fois. Donc, c'était une maman comme une autre qui était folle de son bébé. Et ben, je pense que ce qu'on le reçoit à ce moment-là, quand on est tout bébé, c'est une force qui va nous accompagner jusqu'au bout. Et je suis persuadée que ces trésors de tendresse qu'elle m'a donnés à l'époque où elle pouvait encore le donner, eh bien, m'ont permis de m'en sortir dans les moments les pires. Donc c'est une nourriture à laquelle je voulais aussi rendre hommage, parce que je ne sais pas où j'en serais si je ne l'avais pas reçue. Alors moi j'ai beaucoup les petites phrases du début, je m'attarde toujours un peu dessus parce que je trouve que ça a toujours une signification particulière. Donc, vous citez aussi cette phrase d'Albert Einstein que vous mettez en exergue au début de votre livre: il n'y a que deux façons de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Je crois que vous avez un peu expérimenté les deux, vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus là-dessus, parce que dans votre livre, il y a deux miracles permanents, le vôtre et celui de votre famille, enfin, de votre famille d'accueil. Et ce que je vous disais tout à l'heure, moi je les ai trouvés merveilleux, on a envie de les suivre, et puis on se dit mais ils sont fous, complètement fous, et en même temps ça respire à fond la tendresse, le bonheur, la joie de vivre, le miracle. Alors cette famille vous a sauvé, alors comment expliquer cela? Comment est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, un petit peu sur ce que vous avez vécu avec cette famille? Enfin bon, je sais que le livre en parle, mais nous mettre en éveil un petit peu sur ce témoignage, c'est quand même assez exemplaire, je trouve. S'il y a une chose qui me tenait à cœur en faisant ce livre, c'était d'abord et avant tout ça, rendre hommage à toutes les merveilles dont j'ai été témoin, dont j'ai été aussi bénéficiaire, parce que ce miracle, j'en ai bénéficié, c'est ce qui m'a sauvée, c'est ce que j'arrête pas de dire. Et c'est vrai que le miracle faisait partie de notre vie quotidienne finalement. Pour ceux qui connaissent l'adoption c'est quelque chose de compliqué, c'est pas du tout quelque chose de gagné d'avance. On a affaire à des enfants qui, donc, comme je vous l'ai dit, souffrent de cette blessure de l'abandon. Donc, très souvent, ça les rend parfois agressifs, parfois violents. Ils ont besoin de revendiquer plus d'attention parce que, voilà, il y a cette blessure. Et en plus, l'épée de Damoclès, la peur toujours d'être abandonné à nouveau, de ne pas mériter l'amour, etc. Donc, ça fait des enfants qui sont compliqués. Et donc, le fait que mes parents aient pu, comme ça, en prendre jusqu'à une vingtaine, et en plus des enfants qui, en plus de l'abandon, avaient d'autres soucis auxquels faire face, des traumatismes multiples ou des handicaps très lourds, des choses comme ça, on pourrait se dire, mais juste, non seulement c'est des fous,
mais ils ont juxtaposé les uns à côté des autres des problèmes qui pourraient paraître insolubles, et donc normalement c'est voué à la catastrophe. Et donc je voulais surtout pas donner une impression bisounours, comme si tout est beau et tout est facile. Pas du tout, ça a été une aventure difficile à bien des niveaux, c'était pas gagné d'avance, mais je crois qu'effectivement il y a eu plein de miracles tout au long du chemin. Et j'ai coutume de citer cette phrase de Saint-Augustin, parce que pour le coup elle s'applique vraiment à ce qu'on a vécu. Je crois qu'il dit aimer, c'est la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Voilà. Et je crois vraiment que ce qui s'est passé, le cœur de l'explication entre guillemets des miracles, c'est que mes parents étaient dans la démesure. Et ça a créé la magie. C'est-à-dire que chacun de nous aurions pu juste nous pencher sur notre propre histoire, regarder notre nombril et du coup revendiquer avec colère, etc., beaucoup plus d'attention. Mais à côté de chacun de nous, il y avait un frère ou une sœur qui avait un parcours encore plus difficile que le nôtre. Et donc, au lieu de revendiquer pour soi, on avait envie d'aider l'autre. Et à partir du moment où vous décentrez de vous pour aller regarder à l'autre et pour l'aider, en fait, sans vous en rendre compte, vous vous sauvez. Et c'est ça qui est vraiment le paradoxe, c'est souvent ça, c'est que c'est en essayant de sauver l'autre que l'on se sauve soi-même. Et c'est ce qu'on a vécu. Et du coup, ça démultipliait aussi tout ce que nos parents pouvaient nous donner, parce que finalement, nous aussi, on le vivait aussi entre frères et sœurs, quoi. Et là encore, ce que je raconte montre une dilatation du cœur. C'est-à-dire que mes parents, et je trouve que ça, c'est un témoignage extrêmement important pour l'époque que nous vivons, où l'on voit de plus en plus de repli sur soi, de communautarisme, etc. Voilà. Et eux, en fait, ma mère avait coutume de me dire qu'ils détestent l'esprit de famille. L'esprit qui fait que c'est d'abord ma famille, mon clan, puis les autres, on verra après. Et qu'en fait, pour eux, ils étaient incapables de vivre comme ça. Dès lors qu'ils avaient identifié que telle personne était dans la difficulté, ils faisaient partie de soi. Et donc, on a toujours vécu comme ça. La porte était ouverte, avec ses bras ouverts pour accueillir l'autre dans sa difficulté, dans sa différence, dans sa souffrance, dans son besoin d'être soutenu, aidé, voilà. Et c'est ça l'amour, en fait. Accueillir et aimer, c'est la même chose. Hein. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, dilatation du cœur qui fait que l'autre, qui pourrait sembler être un étranger, devient vôtre. Devient votre famille, c'est ce qu'ils ont fait avec nous, des enfants qui leur ressemblaient pas, qui avaient une autre couleur qu'eux, voilà, c'est marrant, et ça devenait leurs enfants. Et vraiment, moi qui témoigne devant vous aujourd'hui, je sais très bien à quel point il n'y a aucune différence entre moi et ma grande sœur Marie-Laurence, qui est la seule fille biologique de mes parents. Je sais que je suis aimée tout autant, et je n'ai aucun doute. Et ça, c'est quand même extraordinaire, quoi. Et alors, s'il y a la dilatation du cœur, ce qui est déjà donc un énorme miracle, il fallait pour autant quand même pousser les murs, parce que la maison n'était pas prévue pour ça, quoi. C'était la petite maison dans laquelle mes parents s'étaient installés juste après qu'ils se soient mariés. Donc ils s'étaient rencontrés tout jeunes, ils étaient tombés amoureux, c'est d'abord quand même l'histoire de l'amour d'un couple. Et donc ils avaient une maison dans laquelle ils avaient emménagé, mais ils n'avaient jamais eu comme plan de vie d'adopter 20 mômes. Ils s'en foutent à ce moment-là. Et ils n'avaient pas calculé. Et en fait, c'est quand même dans cette petite maison de Croix, donc dans la banlieue lilloise, que tout va commencer, et jusqu'à ce qu'on soit plus d'une dizaine d'enfants dans cette petite maison, donc ça craquait dans tous les sens. Et c'est quand même extraordinaire de se rendre compte, moi quand je me remémore tout ça, c'est que moi quand je sonne à la porte de cette petite maison, et que j'ai 2 ans et demi, 3 ans à l'époque, j'ai ma maman avec moi, on sonne, et on nous ouvre et on nous trouve de la place, alors qu'il y a déjà plus de place depuis un bon moment. Et c'est là où je dis, voilà, dilatation du cœur et en même temps savoir pousser les murs. C'est marrant, hein, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite. Mais après, oui, il y a des miracles, puisque ma mère, qui est une femme d'une grande foi, qui est dans ce dialogue permanent avec Dieu, voilà, un jour, elle est en train de balayer. De toute façon, ma mère est toujours en train de faire le ménage. Hein. Il y avait toujours quelque chose à faire. Ça, c'est sûr. Soit elle mettait la machine à laver, soit elle était en train de faire... De toute façon, toujours en train de faire quelque chose. Et elle priait sans cesse. Et à un moment, elle dit au Seigneur, écoute, maintenant, Seigneur, je veux que chacun de mes enfants ait une chambre. Hein? Voilà. Mais je comprends, parce que c'est vrai qu'on était un peu serrés, on était les uns sur les autres avec des lits superposés, tout ça. Bon, c'était... Et elle se dit, il faut que chacun de mes enfants ait une chambre. Et eux qui n'ont jamais fait d'économie, donc vraiment pas un flèche de côté, et ben elle, avec cette force de la foi,
direct, elle va visiter les grandes maisons. Elle se pose pas plus de questions que ça. Elle se dit, bah voilà, c'est ça qu'on a besoin, donc j'y vais, et Dieu pourvoira, quoi. Et c'est ça la foi. Hein. Et donc elle visite comme ça les grandes maisons, et c'est vrai qu'à Roubaix, il y a des anciennes grandes maisons de maîtres, parce qu'il y avait des grandes fortunes, puis il y en avait pas mal qui avaient été ruinées, tout ça. Donc ils vendaient ces grandes maisons. Et elle tombe sur une maison, la maison idéale, avec les dépendances pour les bonnes, l'écurie, tout ça. Et comme mon père est très bricoleur, elle sait qu'il saura faire des chambres et tout. Donc elle dit, ah c'est celle-là, on lui dit le prix, ça lui dit rien du tout. Du Seigneur, t'as entendu? C'est vraiment ça. Hein. Et puis en fait, eh ben, il va y avoir une succession d'événements qui vont faire que l'argent va être là, mais au centime près, pour payer cette maison. Et du coup, l'aventure a pu continuer. C'est pour ça qu'on a pu arriver jusqu'à une vingtaine d'enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est merveilleux, quoi. Donc que des miracles. Alors on ne va pas évoquer chacun des enfants, parce qu'on y passerait toute la soirée, mais moi j'aimerais qu'on s'attarde sur un visage que j'ai beaucoup aimé, qui m'a touché, c'est le visage de Pierre Vincent. Et le mot visage prend tout son sens, puisque Pierre Vincent est un enfant naissant bras sans jambes. Donc j'ai toujours dans la tête l'image de... Je le vois avec sa planche à roulettes. Enfin, c'est assez fou. Est-ce que vous pourriez nous témoigner un petit peu de l'accueil de cet enfant, que je trouve assez exceptionnel? Ouais, ça c'est très très beau. C'est vrai que chacun de mes frères et sœurs, c'est des cadeaux. Vraiment, plus je grandis, plus je mûris, plus je me rends compte des cadeaux que chacun représente. Et en plus, je les vois encore grandir, parce qu'on ne cesse pas de se voir, on s'adore tous, donc voilà, dès qu'on peut se retrouver. Et je les vois grandir, et sans cesse, j'apprends... Enfin, je les vois... Quand je dis que je les vois grandir, c'est en humanité, en spiritualité, en bonté, en tendresse. Vraiment, je suis épatée par mes frères et sœurs, quoi. Et Pierre Vincent, ça a été l'ange de la famille. Vraiment, c'est celui qui nous a fait passer complètement encore à une dimension plus grande. À l'époque, on est donc une petite dizaine dans la petite maison de Croix. On est plutôt en bas âge. Et puis, donc, il y a déjà... vraiment tous des parcours difficiles et tout, et comme on est encore en bas âge, il y a beaucoup de blessures encore à soigner, donc il y a vraiment du boulot pour mes parents. Et c'est à ce moment-là qu'ils entendent parler donc, de Pierre Vincent, qui est dans une pouponnière à Tours, et il a 2 ans et demi, et son cas présente un caractère d'urgence, parce que il arrive à l'âge limite, en fait dans une pouponnière, c'est que les tout petits enfants, les bébés, et donc 2 ans et demi, on va plus pouvoir le garder dans cette pouponnière. Et ils n'ont trouvé d'autre solution que de le mettre dans une institution spécialisée pour malades mentaux, alors qu'il est totalement sain d'esprit, vous imaginez. Et donc quand mes parents entendent parler de ça, ils ont le cœur déchiré, et ils vont donc à Tours lui rendre visite. Et pour lui rendre visite, ils doivent mettre une blouse blanche, parce que l'enfant n'a jamais vu autre chose que des gens en blouse blanche, des infirmières, des médecins. Et ils tombent amoureux de Pierre Vincent, immédiatement. Mais ils ont bien conscience que ce petit garçon qui a été abandonné à la naissance, notamment parce qu'il n'a pas de bras et pas de jambes, il est né comme ça, ils ont bien conscience que c'est une énorme responsabilité, qu'il va falloir vraiment sans cesse être à ses côtés. Et donc, pour la seule et unique fois dans toute notre histoire, eh bien, ils ont rassemblé tous les enfants dans le petit salon de la petite maison de Croix, et ils nous ont expliqué la situation de Pierre Vincent, et ils nous ont dit, voilà, on vous demande la permission de le prendre. Réfléchissez, parce que ça veut dire qu'il faudra que vous soyez ses bras, que vous soyez ses jambes, qu'il faudra être attentif à ses moindres besoins, et donc on a besoin de vous pour ça. Donc réfléchissez, je vous avais jusqu'à ce soir, puis vous nous direz votre réponse. Et on était des mômes, hein. Et donc ce que je raconte dans le livre, c'est que les mômes, c'est très concret. Et donc moi je suis montée dans ma chambre avec ma sœur Hélène, qui est de Bangalore, et puis ma sœur Virginie, qui est de Corée. Et puis on a pris une de nos poupées préférées, puis on lui a enlevé les bras et les jambes pour regarder quand ça ressemble. Et ça c'est super parce que voilà, c'est très concret. Ok, c'est quoi cette histoire, quoi, hein? On nous a raconté un truc, ok, c'est quoi? Et on regarde. Et là, ça nous a semblé évident que ça restait un petit garçon. C'était évident. Et donc ce soir-là, à l'unanimité, on a tous dit mais bien sûr qu'on le prend. Et déjà ce soir-là, il y avait une émotion intense parce que c'était rare de voir nos parents pleurer, quoi. Et ce soir-là, ils sont pleurés d'émotion parce qu'ils ont compris qu'ils allaient pouvoir le prendre. Donc déjà, c'était fort, quoi. Et puis, il a fallu attendre quelques mois pour que le dossier soit prêt, etc. Et puis, ça y est, ils partent à Tours pour aller le chercher. Alors,
On ne sait pas exactement à quelle heure ils arriveront, parce que Tours, Roubaix, voilà, enfin, d'ailleurs c'est pas Roubaix, c'était Croix, enfin bref, le nord de la France. Et donc ce soir-là, on attend leur retour, et on est dans ce petit salon, et il y a une ambiance vraiment comme si on attendait le petit Jésus dans la crèche, quoi. C'était vraiment ça. Et puis ça y est, ils arrivent, et c'est vrai que c'est une image qui est restée vraiment ancrée dans mon esprit, une image très forte. Mes parents sont, c'est un couple, ils sont très grands, tous les deux très grands, très élancés, très beaux. Et donc ce petit garçon qui était dans les bras de ma maman, petit garçon sans bras ni jambes de 2 ans et demi, on dirait un petit bébé de 6 mois, quoi. Et il avait une bouille tellement mignonne, Pierre Vincent petit, mais il était tellement craquant, ben on est tous tombés amoureux. Et c'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup d'amour entre nous et sous ce toit. Mais Pierre Vincent, il nous a fait passer complètement dans une autre dimension, parce qu'effectivement, il fallait être ses bras, il fallait être ses jambes, et donc ça nous a soudés encore plus fort, quoi, pour pouvoir être encore plus là. Et en plus, Pierre Vincent, là aussi, c'est un miracle permanent, parce que je n'ai jamais entendu mon petit frère se plaindre, jamais. C'est la joie de vivre incarnée. Et effectivement, quand tu parles sur sa planche à roulettes, en fait, Pierre Vincent, il a des petits moignons, 2 petits moignons comme ça, jusqu'ici. Et donc, il manœuvre un char électrique, fauteuil électrique, mais comme un chef depuis tout petit. Mais c'est vrai que dans la petite maison de croix, c'était pas pratique ce gros fauteuil électrique. Et du coup, comme mon père était très bricoleur, il lui a bricolé une planche à roulettes avec des roulements à billes en dessous, puis il a mis du molleton au-dessus. Comme ça, Pierre Vincent pouvait se mettre sur le ventre, et avec ses petits moignons, il pouvait se propulser. Et donc, vous l'entendez en disant « Waouh !» comme ça, il fonçait entre vos jambes et tout, c'était délire, quoi. Et donc, c'est vrai que Pierre Vincent, c'est la joie incarnée. Et j'y pense souvent quand je vois tout ce qui se passe en ce moment sur les progrès de la médecine, qui font que petit à petit, on élimine les enfants avant leur naissance, hein, dès lors qu'on a identifié qu'il y avait quelque chose. Et je trouve que, j'entends parfois des choses terribles, j'entends des gens dire des enfants comme ça, ils ne devraient pas naître, des choses comme ça. Et quand on connaît Pierre Vincent, on ne peut plus penser des choses pareilles. Parce que tous les jours, il y a des personnes qui se suicident et qui ont tous leurs membres. Et Pierre Vincent, jamais ça lui viendrait à l'idée. Donc si vous voulez, et je connais aussi des histoires de suicide, j'ai un petit frère qui s'est suicidé. Donc c'est vraiment tellement mystérieux ce que nous sommes, êtres humains, notre énergie de vie. Tout ça, on touche au mystère. Donc voilà. Tout est miracle. Je dis la question pour la caméra. Il a quel âge, Pierre Vincent? Et il doit avoir 33-34 ans. Et il est, pour la 3e fois, champion de tir à la carabine, champion de France de tir à la carabine. C'est le seul sportif de haut niveau de la famille. Et oui, et c'était il y a quelques semaines qu'il a encore vu la médaille de champion de France. Il est juste hallucinant. Il fait aussi du foot fauteuil électrique. Il est en D1. Et voilà, il est juste hallucinant, quoi. Il est assez délire. Alors malgré parce que j'ai mal fait la présentation au début, vous avez animé pas mal d'émissions télé, et donc malgré votre succès, il y a un moment où vous avez un peu craqué, hein, vous avez fait une bonne dépression, comme on dit, et vous allez être amené aussi à soutenir Marie-Laurence, votre sœur adoptive, hein, donc la vraie, entre guillemets, hein, fille de Marie-Thé de Michel. Pourriez-vous nous donner, parce que moi c'est un sujet qui me touche à cœur, comment vous en êtes sorti de cette dépression? Et quel message d'espérance vous pouvez donner à ceux qu'on connaît, qui vivent un petit peu ce genre qui sont confrontés à ce genre de maladie? Oui, alors c'est vrai que pendant toute mon enfance, j'ai dû traverser beaucoup d'épreuves, notamment pendant les tête-à-tête avec ma maman biologique, qui s'appelle Jeanne, que j'aime énormément, et qui malheureusement m'a été volée peu à peu par la maladie, quoi. La maladie mentale faisait que je n'avais plus accès à la véritable personnalité de ma maman et plus au visage de la maladie qui est lui moins sympathique. Hein. Et donc du coup ça a fait que j'étais devenue peu à peu la maman de ma maman et c'était assez compliqué et c'était parsemé de dangers, etc. Et pour autant on aurait cru que je passais tout le temps à travers les gouttes parce que j'étais une enfant souriante, excellente à l'école, tout ça, donc quelque part on aurait dit que tout ça ne laissait pas de traces. Évidemment que ça laisse des traces. En plus de ça, j'avais eu aussi des difficultés très dures avec mes 2 demi-sœurs. Et évidemment que ça laisse des traces, des traumatismes. Et en fait, j'ai craqué qu'une fois que j'étais sortie d'affaires.
C'est-à-dire qu'une fois que je suis jeune adulte et que je me retrouve à faire une carrière dans les médias qui me tombe dessus complètement par hasard, donc je me retrouve dans le tourbillon des voyages, de la télé, être tout le temps en train de côtoyer les stars, etc. Non pas que ça m'a fait tournibouler la tête au niveau des... Mais simplement, voilà, vous êtes parti dans un monde complètement nouveau, inconnu, tout est passionnant. Et en fait, à ce moment-là, au moment où donc tout va bien pour moi, eh bien, je crois qu'à l'intérieur de moi, quelque chose s'est dit, ok, maintenant je peux craquer. Et je pense que c'est quelque chose comme ça, quoi, une espèce de mécanisme. Avant ça, je pouvais pas. La survie était en jeu, je pouvais pas. Et là, d'un coup, ça craque. Et donc, alors que tout a l'air d'aller bien pour moi, à l'intérieur de moi, je m'écroule. Mais je ne sais même pas que je tombe en dépression. Et pourtant, Dieu sait que je connaissais bien la dépression, parce qu'avec ma maman, j'en avais vu. Et j'ai pas identifié, j'ai pas vu que moi, ça y est, c'était mon tour, j'étais en train de tomber dedans. Et donc, je tombais dans un puits de plus en plus noir, sans comprendre vraiment ce qui m'arrivait. Et ça a duré une dizaine d'années. Jusqu'à arriver à des moments suicidaires et tout ça, quoi. Donc, j'ai été vraiment très loin. Et donc... dire comment je m'en suis sortie, c'est pas vraiment évident. C'est pas vraiment évident parce que pendant ces 10 ans, on va dire, il y avait des hauts et des bas, il y avait des moments plus difficiles, des moments où j'avais l'air de remonter. Enfin, c'est très très curieux. Mais une chose est sûre, c'est que c'était pas mon heure. Et ça, c'est clair. Et une autre chose est sûre, c'est que même si à un moment, donc, je remettais la tête à peu près hors de l'eau, j'avais une couche dépressive qui était en moi. Et je me souviens très bien que je me disais parfois, en fait c'est normal, en fait tu as hérité de ta mère et tu vas devenir folle comme elle. Enfin je flippais quoi, je me disais, forcément à un moment, ça me faisait flipper. Et donc j'avais comme ça une couche tout le temps qui était là, sous-jacente. Et c'est vrai que moi qui avais toujours cru en Dieu depuis toute petite, et Dieu sait que ça m'a soutenue quand j'étais petite, et dans les moments les plus dangereux, je me confiais à Dieu. J'avais vraiment cette sensation du Père Céleste qui était à mes côtés, qui me soutenait. Et donc, simplement, quand je suis partie dans les médias et tout, je me suis éloignée de Dieu. Non pas que je mettais en doute son existence, parce que franchement, il avait tellement toujours été là pour moi que ça ne me viendrait pas l'idée, mais je m'étais éloignée de lui. Donc, j'étais plus dans ce dialogue permanent et tout. Et donc, la dépression, etc. Et en fait, en 2008, vraiment là, j'ai un vrai bon moment de... Comment on appelle ça Non. J'ai une vraie découverte du Saint-Esprit, quoi. Et je fais une vraie rencontre avec le Christ. Mais vraiment. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vraiment le Christ m'a enlevé la couche de dépression. La dernière couche qui est restée, ça, je sais qu'il l'a enlevée. Ça, je le sais. Et donc, je savais ce que c'était que la joie, mais j'ai vraiment expérimenté la vraie joie depuis que le Christ m'a libérée. Et il vous libère de tellement de choses qu'enfin vous pouvez vraiment commencer à expérimenter la joie. Mais après, on n'a jamais fini d'être libéré, hein. On n'a jamais fini de... Ça ne s'arrête jamais. Mais clairement, il y a un avant, un après. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Ça va. Alors, il y a aussi 2 moments qui m'ont fait beaucoup rire, qui finalement aussi vont participer de ce mouvement de libération intérieure que vous avez vécu. Votre coiffure et l'anniversaire de votre fille. Donc, je ne pensais pas qu'une coiffure pouvait susciter autant d'interrogations métaphysiques, autant de questionnements métaphysiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc, je pense que pour l'anniversaire de votre fille, je renvoie au livre, c'est assez succulent. Oui, c'est sympa. Oui, ça peut paraître... Vous savez, parfois, il y a des détails, mais il y a des détails qui comptent. Moi, je suis d'origine haïtienne, donc voilà, je n'ai pas les cheveux lisses, etc. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je suis rentrée à la télé, on a passé son temps à me défriser les cheveux, à me mettre des extensions, tout ça. Donc j'avais l'air d'une star, comme ça, les longs cheveux, tout ça. Sauf que, en fait, peu à peu, je me ressemblais plus du tout, quoi. C'est-à-dire que dans la classe, je sais pas qui c'était cette nana, mais elle était canon, mais bon, c'était pas moi. Mais en fait, on s'en rend pas compte. On est transformé peu à peu, c'est-à-dire on vous maquille, on vous coiffe, on vous habille, etc. Mais bon, voilà, peu à peu, vous êtes starifié, on vous fait coller à une image qui semble être l'image vendeuse, en fait. Et on ne vous présente pas comme ça. Hein. et donc, peu à peu, vous vous appartenez plus à vous-même, et vous croyez que vous êtes au top de vous-même, sauf que vous n'êtes plus vous-même. Donc c'est super. Et c'est vrai que du jour où j'ai rencontré le Christ, tout ça, ça fait le Big Bang dans mon cœur, dans ma vie.
ça a fait aussi donc, que j'ai voulu prendre aussi un nouveau chemin médiatique pour véritablement parler de l'essentiel, de l'amour, parce que les amis, s'il y a un message à faire passer aujourd'hui, c'est celui de l'amour, hein, il n'y en a pas d'autre. Et en fait, à partir du moment où donc j'ai voulu construire cette nouvelle vie, et ben, je me suis rendu compte à un moment, mais au fait, pourquoi je continue de me défriser les cheveux et tout, après tout, voilà, je suis pas comme ça. Et en fait, ça n'a pas été quelque chose d'anodin du tout, de quitter tous les oripeaux de ce qui pouvait me rendre un peu star, ou différente, ou mieux. C'est-à-dire que finalement, vous appuyez sur ces choses-là comme sur une canne, ou je sais pas. Et j'ai dû me dépouiller. Alors non seulement de ça, mais en plus, à ce moment-là, donc je quitte le monde de la télé pour aller créer mon nouveau projet. Mais quand vous quittez le monde de la télé et que vous n'avez plus d'émission depuis quelques semaines, vis-à-vis de la profession, vous n'êtes plus rien. C'est-à-dire vraiment, on vous regarde mais avec un dédain et un mépris. Vous vous en doutez que ça va se passer comme ça, mais c'est une chose de s'en douter, c'est une autre chose de le vivre. Et donc, vous prenez des humiliations, quoi. Et en fait, ça a été... voilà, ça a été très salvateur, c'est-à-dire que ça a été une démarche d'authenticité dont je me suis rendu compte après coup qu'elle était nécessaire, qu'elle était plus qu'essentielle, puisque je voulais maintenant porter un message authentique. Comment j'aurais pu le porter en arrivant complètement... Vous voyez ? Donc oui, les cheveux c'est important, Loïc. Il faut le savoir. C'est mon métier, c'est ce que je sais faire, c'est ma compétence. Et voilà, donc on est en 2008, je suis encore sur M6 avec une émission régulière, tout en faisant des trucs un peu partout dans le monde, mais en tout cas, j'ai cette émission dans laquelle je reçois les stars de la musique du monde entier, tout ça. Et puis donc, comme je vous l'ai dit, je fais cette découverte avec le Christ très très forte et tout. Et puis les mois passant, et bien peu à peu, d'un coup, j'ai le projet Imagine qui vient dans mon cœur, dans ma tête. Je me dis, mais finalement... voilà, si je regarde le monde des médias d'aujourd'hui, et notamment celui de la télévision, qui est le média le plus populaire, celui qui a une influence énorme partout dans le monde, eh bien les 3/4 du temps, il passe son temps à montrer le pire de nous. Alors, le pire, on sait qu'on en est capable, on n'a pas besoin de pour le faire. Ce qu'on a besoin, c'est peut-être de voir le meilleur et d'être inspiré pour aller vers le meilleur. Et donc, je me suis dit, mais le meilleur, c'est quoi ? Ben, le meilleur, c'est quand on va donner son énergie pour aider l'autre, aimer l'autre. C'est l'amour en action. Et je me dis finalement, dans un monde qui prône toujours plus d'égoïsme, de repli sur soi, ceux qui décident de se lancer dans l'aventure de l'amour, ce sont des vrais héros. Ce sont les héros d'aujourd'hui. Et je me suis dit là-dessus, des gens comme mes parents, ce sont des héros. Des héros anonymes, des héros dont personne ne parle, des héros de l'ombre, des héros humbles. Des gens qui ne font pas ça pour la gloire, ni pour la lumière. Voilà, ils le vivent. Et je me suis dit, mais ça vaut la peine d'être montré. Et ça peut encourager à aller bâtir ce meilleur. Ça peut aussi regonfler nos cœurs d'espérance. Parce que finalement, tous ces programmes qui montrent toujours le pire, qui vous montrent que finalement tout le monde est pourri, que tout est foutu, tout ça, ça grignote l'espérance dans votre cœur. Et comment espérer vous lever de votre fauteuil pour aller bâtir un monde meilleur si vous n'y croyez plus, que vous n'avez plus d'espoir? C'est pas possible. Donc les conséquences sont graves, en fait. Et donc, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire, le portrait de ces fameux héros, qui sont des personnes qui nous ressemblent, qui n'ont pas forcément une grande richesse, ou qui n'ont pas forcément un énorme cerveau, mais voilà, à un moment, elles ont identifié une problématique, et ça les a soit touchés, soit bouleversés, en tout cas, ça les a fait réagir assez fortement pour qu'ils décident de lever les manches et de foncer dans l'arène, pour aller... remédier à tout ça, essayer de sauver des gens, des destins. Ça, c'est quand même bluffant. Du coup, quand on regarde leur portrait, on peut s'identifier à eux et on comprend que finalement, nous aussi, on peut faire quelque chose. On comprend aussi que tout est possible et que ça nous appartient, que c'est dans nos mains, que c'est pas foutu, qu'en fait, voilà, chacun doit y aller. Et donc, au moment où je pense à tout ça, c'est comme le puzzle de ma vie qui se met en place, quoi. Toute l'expérience que j'avais vécue dans cette enfance quand même un peu particulière, j'avais vraiment ce vécu, cette expérience du oui, tout est possible. Pour nous, c'était pas des mots ni rien, c'est ce qui nous a sauvés. Donc, voilà. Et en même temps, mes compétences de journaliste, etc. Et pour moi, c'était vraiment faire une nouvelle forme de journalisme, du journalisme avec espérance.
Pas faire le journal des bonnes nouvelles, hein. On va pas se mettre la tête dans le sable et parler que des trucs bien et puis pas parler des problèmes. Non, les problèmes sont là et l'idée c'est de les résoudre. Donc on va en parler, mais avec espérance, et ça change tout. En disant regardez ce qui est possible, regardez telle alternative, est-ce que vous saviez que ça, on pouvait faire comme ça? Ça change tout. Il me semble qu'il faut passer à un autre cap. Il y avait le journalisme de la dénonciation, etc. C'est très important. Et maintenant, il faut nous montrer en plus, nous inspirer pour dire, ok, il y a des alternatives possibles. L'homme est là pour se réinventer chaque jour. C'est sa mission, il l'a toujours très bien fait. Mais si on lui enlève l'espérance, comment va-t-il se réinventer? Donc c'est une mission très particulière qu'il faut absolument réussir à faire en sorte que les médias puissent réendosser cette mission noble et non plus être juste influencés par le côté mercantile, c'est-à-dire faire de l'argent. Parce que du coup, c'est nous la chair à pâté de l'affaire. Et donc du coup, c'est le puzzle de ma vie qui se met en place. Je décide en juin 2008 de quitter M6 pour bâtir ça en totale indépendance sur le net. Parce que justement, je voulais, pour faire des films totalement authentiques, il fallait complètement s'extraire du système commercial, de tout cet aspect mercantile. Et donc j'ai décidé de créer un tout nouveau média, un média philanthropique, entièrement philanthropique. On est les seuls, c'est unique, ça n'existe pas, c'est un ovni. Donc on ne marche qu'avec les dons d'un petit peu tout le monde, voilà, des particuliers qui envoient 20 € de la Bretagne, 10 € de là. Enfin, vraiment, c'est très touchant parce que c'est vraiment très, très étonnant. Et on reçoit donc ces dons, et avec ces dons, on fait le portrait des héros. Ce sont des vrais moyens métrages, on est entre 20 et 45 minutes, c'est pas des petits films faits avec l'iPhone. Tous ceux qui viennent travailler au projet Imagine donc, sont des professionnels de l'audiovisuel, des ingé-sons, des cadreurs, etc. Et ils viennent tous travailler bénévolement parce qu'ils croient en ces valeurs. Donc, tout ça est quand même assez bluffant et assez miraculeux parce qu'il n'y a pas de gloire à la clé pour l'instant, on est tellement petits que voilà. Mais ils viennent vivre une aventure humaine extraordinaire. Et au bout de la boucle, quand on a assez de sous dans les caisses, eh bien, on donne des coups de pouce financiers aux héros qui en ont le plus besoin. Donc l'idée, c'est vraiment communiquer et agir pour bâtir le meilleur ensemble. C'est chouette, non? Et tout a commencé donc par rapport au livre. La première vidéo que j'ai mise en ligne, une vidéo faite avec des bouts de ficelle, parce qu'à l'époque, quand je me lance dans l'aventure, j'ai pas d'argent, j'ai pas de matos et j'ai pas d'équipe. C'est super. Mais j'avais le cœur qui bouillonnait, je me disais c'est génial ce truc, c'est super, on en a tellement besoin et tout. Et donc au début on était un. Nous étions un. Hein, on a dit ça tout à l'heure parce qu'on s'est dit ça pourrait faire un beau titre de livre, ça. Nous étions un. Qui veut comprendre? Non mais c'est vrai, j'avais un bénévole avec moi. Quoi. Et on trouvait les caméras, les micros à prêter à chaque film et tout, c'était assez délire. Et la première donc, vidéo qu'on a fait avec des bouts de ficelle, elle dure que quelques minutes, elle s'appelle La Genèse, elle est sur le site en page d'accueil, et c'est là où je fais allusion à mes parents, à ma famille. Je dis ce que j'ai dans le cœur, ce que j'ai envie de faire, le portrait des héros, et je dis voilà, mes premiers héros sont mes parents. Et j'évoque en quelques minutes avec des photos de nous petits, et si vous allez voir ce film, vous verrez la bouille de Pierre Vincent, tout ça, enfin, super. Et j'évoque cette histoire. Et en fait, tout a commencé là, parce que plein de gens étaient très très émus, très touchés par cette histoire, et m'ont appelé, envoyé des mails pour dire je peux vous aider, j'aimerais bien, etc. Et c'est aussi comme ça que les arènes sont venues vers moi parce qu'ils ont découvert aussi cette histoire. Voilà. Alors, où est-ce qu'on trouve l'adresse internet? C'est tout simple. www.leprojetimagine.com. Tout attaché. leprojetimagine.com. Et sur le livre, il est marqué aussi sur le dos du livre.